Bonjour à tout le monde, Bonjour. bienvenue dans Bonjour. ce nouveau direct de Miroir Social, organisé par Miroir Social. Alors, direct de rentrée, alors sur un thème qui colle bien, hein, le thème de la confiance. Pour se mettre dans le bain, c'est pas plus mal, en mois de septembre. Et donc, on va parler confiance pendant 1 heure et demie. Donc, merci à vous dans la salle de participer. Je vous invite à ne pas hésiter à rebondir au fil des interventions que vous allez entendre dans les questions. Alors, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions, mais également interagir de façon un peu plus naturelle, un peu plus spontanée dans la partie chat. On prendra les deux en compte pour les ramener ensuite, pour faire rebondir nos intervenantes et intervenants sur ce que vous avez pu dire et ce que ça a pu susciter, ce que les échanges ont pu susciter de votre côté au niveau de la salle. Donc voilà, merci à l'UNSA Orange de porter cette rencontre, hein, sur un thème qui est assez innovant, original, puisqu'il s'agit de voir comment on est capable de se donner les moyens de mesurer la confiance en entreprise. Donc une démarche portée par l'UNSA Orange, représentée par Pierre Vars, qui est le secrétaire général du syndicat UNSA Orange, et coportée par la CFDT. Donc on a Laurent Bandelier ici présent, qui interviendra et qui va se charger en fait d'animer le chat et de faire remonter justement toutes les interactions pour que dans la seconde partie on puisse interagir entre nous par rapport à tout ce que vous aurez pu un peu rebondir et un peu vos retours. Et Régine Curec, qui est également déléguée syndicale CFDT chez Orange. Également pour intervenir Jean-Michel Camin, qui est donc, tu es UNSA, mais tu es également surtout le président de l'association de l'Observatoire de la confiance en entreprise. Vous avez choisi un statut associatif et tu es membre du conseil scientifique au regard de ta. Voilà, je te présenterai un peu plus précisément quand je te passerai la parole. Voilà. François Gueuse, alors intervenant externe. François, tu es donc auditeur social, tu es intervenant au master de GRH de Lille. Voilà, donc tu vas nous donner un peu un petit écho côté direction et puis aussi sur ton expertise un peu sur la méthodologie, sur les questionnaires, un peu à quoi ça ressemble. Et Florent Jeunery, qui représente la CFTC Worldline, alors qui est un peu en galère avec la connexion, mais je ne doute pas que ça va se rétablir et qu'on va retrouver Florent rapidement. Donc voilà. Donc le sujet, on va parler de l'Observatoire de la confiance d'entreprise, de ce que recouvre cette initiative, alors que vous allez préparer vous allez lancer à l'automne un questionnaire à l'adresse des salariés d'Orange, hein, pour évaluer, pour mesurer la perception de la confiance au sein du groupe. Alors moi, j'ai une petite question, enfin, un peu en toile de fond pour lancer un peu le sujet. Des questionnaires, c'est pas le premier. Les directions enquillent les questionnaires sur la satisfaction, le climat social, l'engagement. Les syndicats aussi vont de leur côté. Récemment, la CGT sur le télétravail, la CFDT sur Parlons Travail. Bref, il y a une foultitude de questionnaires. Donc, un questionnaire sur la confiance, est-ce que c'est pas un de plus ? Et donc là, l'idée de la rencontre qu'on a ensemble, les échanges, c'est dans quelle mesure votre approche, elle se distingue, elle se différencie et elle apporte un complément. Donc Pierre, je te passe la parole sur un peu la genèse de cette initiative, d'où ça vient, qu'est-ce qui vous a fait tilter sur le dire on va s'intéresser au sujet. Merci Rodolphe. La genèse, c'est comme tout le monde l'année dernière, on a eu 2 mois de confinement. Ça nous a permis de nous poser et de réfléchir. Et on a beaucoup échangé en réalité par téléphone, on a beaucoup discuté. Et on était tous dans une période d'incertitude sanitaire, économique. On ne savait pas d'abord si les grandes surfaces allaient continuer à nourrir. Donc il y avait un problème de confiance. On s'est rendu compte tout de suite, et même dans nos propres entreprises, on dit oula, tout le monde s'inquiétait de savoir est-ce que les réseaux vont tenir, est-ce qu'ils avaient confiance, tout ça. Et c'est en discutant avec des militants et des adhérents, on s'est dit, mais c'est peut-être le problème de fond, c'est peut-être là qu'on doit commencer, c'est par la confiance. Donc, on a beaucoup échangé et on s'est dit, mais comment on fait aujourd'hui pour savoir si on a confiance dans l'entreprise? Alors, il y a les paramètres sociaux, tu l'as très bien dit, mais on pense, nous, que c'est noyé et que ça devrait être en première ligne, c'est de commencer par ça, avant d'aller décliner le reste. C'est-à-dire qu'on parle souvent dans un accord, une négociation de la loyauté,
mais pour nous, on mettrait en premier la confiance. Alors, c'est quelque chose d'assez philosophique en réalité, hein. Une augmentation de salaire, c'est concret, on met 3 euros de plus, c'est concret. La confiance, comment on l'augmente, c'est compliqué parce que chacun a une notion de la confiance propre dans son couple, dans sa relation avec ses amis, dans le système associatif. Donc, c'est déjà quelque chose, on pourrait dire casse-gueule un petit peu, parce que c'est à définir, c'est déjà pas simple. Moi, j'ai deux, trois images. Je suis un vieux fonctionnaire des PTT. Quand on faisait du réseau dans les années 80, on faisait de la qualité, on n'en parlait pas. Et c'est le jour où on a commencé à faire moins de qualité qu'on a commencé à parler de la qualité. Il y a une formule célèbre que vous connaissez peut-être tous, c'est à propos du bonheur. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. C'est-à-dire que tant qu'on est heureux, on ne s'en rend pas compte. C'est pareil donc pour la confiance. Et si aujourd'hui on parle de la confiance, c'est peut-être parce que justement il y a un problème. Il y a quelques années où quand tout va bien, quand il n'y a pas de crise, quand tout roule, on ne parle pas de confiance. Et là, on a estimé, il y a 1 an et demi, que c'est peut-être la priorité, c'est-à-dire que dans les indicateurs, on le met en premier. C'est-à-dire que l'entreprise devrait commencer déjà par demander à ses salariés. Voilà. Et nous, on pense que, alors, c'est quelque chose qui doit pouvoir rassembler du monde, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de clivant. La confiance, c'est une approche universelle. Nous, notre réflexion, c'est de dire qu'il faut l'analyser. Alors, c'est culturel aussi, hein. On pense que dans certains pays ou dans certains, voilà, fonction d'eux, on n'a pas la même notion de la confiance. Donc, c'est déjà de la définir. Nous, on a, pour ça que Jean-Michel expliquera ça après, c'est déjà bien de définir cette notion complexe de confiance. Et après, c'est comment on va essayer de la mesurer. Et la troisième étape, c'est une fois qu'elle est mesurée, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la confiance. Et donc, c'est tripartite, c'est salariés, syndicats pour nous et l'entreprise, évidemment. Jean-Michel, Pierre, quand on cadrait, tu m'expliquais que le déclic aussi, c'était de voir avec le confinement, c'est-à-dire des salariés qui se sont retrouvés donc chez eux. Et là, on est rentré dans la notion d'autonomie et que autonomie et confiance, dès lors que dans une boîte où il y a beaucoup de process, ça questionne, quoi. Je veux dire, ça Alors, pose vraiment la question. On est vraiment dans la confiance, là. ouais, tout à fait, parce que tout à fait. C'est l'autonomie, c'est comme avec les enfants. Pour ceux qui en ont, pour les rendre, tout le monde veut que ses enfants soient autonomes, mais ça commence par la confiance, c'est leur faire confiance pour qu'ils puissent commencer à sortir, faire certaines choses. Et là, c'est pareil avec les salariés, c'est que quand on les a plus à vue, il faut qu'il y ait de la confiance pour l'autonomie. Le télétravail, on y débat partout dans les entreprises. S'il n'y a pas de confiance, si on commence avec des préjugés ou en pensant que ça y est, le salarié ça va pas aller. Ce qu'on s'est rendu compte à Orange, c'est que les N+1, ça posait pas de problème parce qu'ils connaissaient leurs équipes, ils connaissaient les gens, donc la confiance, même s'ils étaient à distance, ça posait pas de problème. Par contre, c'est la ligne au-dessus, N+2, N+3, N+4, parce qu'on a créé des strates. Moi, je suis rentré au PTT, il y avait 3 niveaux. Il y avait mon chef direct, l'inspecteur et puis le chef de centre. On connaissait tout le monde. Aujourd'hui, je mets au défi nos collègues de bien définir toute la strate. Parce qu'elle a été doublée, quoi. Donc, cette strate qu'on ne connaît pas, nous connaît pas non plus. Donc, ça aussi, c'est sur la confiance, il faut de la transparence. Alors, la transparence, ça a une limite, hein. On ne peut pas être totalement transparent, sinon ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc, confiance, autonomie, enfin, il y a plein de choses qui vont se lier ensemble, Ouais. d'où la complexité. Voilà. Enfin, on le verra, de toute façon, dès lors qu'on parle, c'est comme le bonheur. Enfin, la confiance, c'est un sujet super large. Et donc, on va voir comment vous avez, avec le questionnaire, comment vous l'avez circonscrit. Mais tu l'as bien dit, votre approche, elle est en complémentarité, elle n'est pas en opposition avec ce que fait la direction, etc. Et dans quelle mesure l'approche de l'observatoire, qui a donc un statut associatif, vous êtes dans une logique ouverte, c'est-à-dire ouverte à d'autres syndicats, ouverte à d'autres entreprises, ouverte à des directions, voire des directions. Enfin bon, bref, c'est open, c'est open. En quelle mesure c'est open? Tout à fait. Parce que, pour prendre le début de ta question, on ne remet pas en cause les baromètres. Ce qu'on dit, nous, c'est de remonter dans le baromètre, parce qu'il y a la confiance souvent dans le baromètre, mais c'est de remonter en premier, de commencer par ça. On veut le mettre là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'universel. Donc, on pense, nous, d'ailleurs, avec la CFDT, on le fait, c'est en co-construction. On pense que ça peut être un endroit de réflexion pour toutes les OS, parce qu'il n'y a pas d'enjeu réellement de revendication.
on va pas revendiquer quelque chose sur la confiance. Vous voyez, la CGT qui va dire, moi, je veux plus de confiance. Non, ça marcherait pas comme ça. Donc, on devrait pouvoir se mettre d'accord. L'entreprise aussi, c'est-à-dire que si tout le monde a fait le même constat, de dire qu'on doit commencer par recréer de la confiance, avant toute chose, ça va redéclencher derrière d'autres choses, la loyauté, voilà. Et on est ouvert à tout le monde, non seulement avec les autres OS, on va leur proposer, mais avec forcément les réseaux RH. Et d'abord, alors, on a monté un questionnaire, ça a été un petit peu long parce que on pourrait y mettre sans question, c'est ce qu'on avait au début, il a fallu faire un tri. Enfin, mais Jean-Michel va vous expliquer le côté un petit peu plus technique de la chose. Ce questionnaire est fait, mais il va évoluer parce qu'on pense, on n'a pas la prétention d'avoir fait tout de suite le bon outil de mesure parfait. Donc, on va le tester à Orange, qu'on connaît bien. Voilà. On a aussi on a assez d'accès à assez de personnel, on devrait pouvoir voilà, le sonder, faire une première analyse et on aimerait bien que justement, on va l'ouvrir à nos autres camarades. Et bon, il fallait le lancer, c'était compliqué, mais ça, je veux dire, après, je remercierai Rodolphe à la fin, mais ça nous permet aussi un lancement officiel. Voilà. Entendu. Alors, merci Pierre. Alors, on a perdu Jean-Michel dans l'affaire. Et Jean-Michel, c'est lui qui va nous parler du questionnaire et comment il est constitué. La notion de confiance, c'est quelque chose qu'il maîtrise quand même pas mal parce que pour tout vous dire, avant qu'il nous rejoigne, j'espère que ça va être incessamment sous peu. Jean-Michel Camin, en fait, il est ingénieur de recherche donc chez Orange et son boulot opérationnel, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les discours et les discours notamment sous l'angle sur les niveaux de confiance, mais à l'égard des clients. Et des clients. Et donc là, l'histoire, c'est quand même intéressant de voir dans quelle mesure on fait la transposition sur les salariés. Et donc, Jean-Michel, on va s'adapter. Hein. Jean-Michel va nous rejoindre. Et en attendant, Régine, je vais te passer la parole, puisque on parlera un peu plus tard du questionnaire. On va y arriver, mais donc Régine, Pierre a parlé de cette initiative. Ah, Jean-Michel. Excuse-moi, Régine, je repasse sur Jean-Michel. Désolé, je vous entendais bien, mais j'ai été déconnecté. Voilà, okay. Un problème de réseau, je suppose, dans le quartier. Bon, oui, c'est pile poil, te voilà, parfait. Bon, Régine, à toi tout à l'heure. Désolé. Jean-Michel, écoute, Pierre, je te présentais un peu sur ton boulot opérationnel. Si tu as entendu, tu pourras peut-être préciser. Et donc, si tu peux nous parler un peu de, pour toi, la notion de confiance, tu l'as circonscrit comment, ce grand magma Voilà, donc je vais donner quelques pistes. Juste, donc moi, je partage mon activité entre des activités de recherche en sciences sociales là, sur le thème de la confiance. Dans les environnements digitaux et des mandats syndicaux et également au sein d'Orange. Donc, pour parler peut-être rapidement de la confiance, donc quelques landmarks, là, quelques repères. Voilà, si on n'est pas dans une situation à risque, en fait, on n'a pas besoin de confiance. Voilà. C'est la confiance, elle naît dans un environnement incertain, et où il y a des risques associés. Si on n'a pas de risque, il n'y a pas besoin de confiance. Voilà. Ensuite, la confiance est toujours quelque chose qui est orienté vers l'avenir. Donc, c'est toujours un pari sur l'avenir dans lequel on se projette, en fait. C'est une anticipation et ça vise à réduire la complexité. Alors aujourd'hui, dans le monde du travail, la complexité du travail, elle est croissante, exponentielle. C'est vraiment le monde du travail où les difficultés, la distance, etc. sont exacerbées. Ensuite, la confiance, on parle souvent d'état de vulnérabilité. Quand on a confiance en quelqu'un, en fait, ou dans une organisation, en fait, on se place dans un état de vulnérabilité vis-à-vis des autres. On donne un pouvoir à l'autre sur nous. Donc, on attend de l'autre qui n'en abuse pas. Et c'est pour ça que la confiance peut fonctionner ou ne pas fonctionner si elle est trahie. Ensuite, la confiance est toujours très contextuelle.
à grosse maille, par exemple, j'ai confiance dans mon médecin pour des actes médicaux, mais je vais par contre pas avoir confiance en lui pour pour gérer mon épargne. Voilà, c'est du conseil, mais je n'aurai pas confiance en lui sur ce domaine-là. Alors, dans le monde du travail, alors il y a plusieurs auteurs, mais il y a pléthore d'auteurs qui ont travaillé. Je vais en citer un, M. Carsanti, là, qui est très actif dans cette communauté, qui, lui, identifie 4 sources de craintes susceptibles de bloquer le développement de la confiance au travail. Alors, il y a la crainte sur les objectifs, il y a la crainte sur les moyens, il y a la crainte sur les relations, et il y a également la crainte sur l'identité professionnelle, notre statut, nos responsabilités. Voilà, donc il y a des choses qui sont très très bien décrites là-dessus. Et dernier point là, sur les repères au niveau de la confiance, donc c'est qu'elle est toujours dynamique. Elle est assez insaisissable. Et moi, j'ai tendance à dire, tu me dis, je n'ai pas confiance en toi ou j'ai confiance en toi, à quel stade de la relation on est? Parce que c'est toujours une relation et elle est évolutive et il faut toujours la considérer à travers un cycle de vie. En fait, voilà. C'est un équilibre précaire. Précaire, elle est très précaire, tout à fait. Très fragile. C'est pour ça que c'est très intéressant de suivre cet objet. En fait, moi, c'est mon objet de recherche, mais c'est très intéressant de le suivre. Et enfin, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire, il y a plusieurs réalités. La confiance, ce sont plusieurs réalités qui s'accordent entre elles et qui peuvent se compenser. Voilà, on peut avoir une confiance dans une organisation, mais on aura confiance pour telle ou telle raison, et ces raisons peuvent se compenser. Voilà. Donc, voilà, ça c'était la petite présentation. Alors, pourquoi mesurer la confiance? Alors la confiance, tu l'as circonscrit, mais pourquoi s'intéresser à ce sujet? Alors aujourd'hui, la confiance, c'est, enfin, du point de vue de l'entreprise ou du point de vue syndical et du personnel, c'est gagnant-gagnant. Alors aujourd'hui, obtenir la confiance des clients, de ses salariés, de ses partenaires, c'est un petit peu la quête du Graal de l'entreprise. Parce que derrière, c'est la performance, une performance économique et une création de valeur assurée. Alors là-dessus, il y a une littérature constante. Hein, c'est vraiment, je me replongeais là dans ces jours derniers. Il y a une littérature constante. Il y a des articles de recherche, des mesures régulières. Voilà. Je vais en citer là le Russell Investment Group. Les 100 meilleures entreprises ont montré que ceux qui utilisent la confiance ont gagné 4 fois plus, un rendement de marché qui est 4 fois supérieur sur 7 années consécutives à leurs concurrents. Des gros cabinets de conseil également démontrent que l'innovation, les entreprises, la différence entre les Fortune 100, les premières et les dernières, la différence, c'est la confiance. Voilà, donc c'est vraiment un élément qui est différenciant et qui assure une performance économique et une création de valeur. Voilà. Donc, de notre point de vue également, du point de vue plutôt syndical, si je me place avec ma casquette syndicale, pour nous, c'est également une performance, c'est une performance sociale. Voilà, qui est d'ailleurs lié à la performance environnementale. Hein. Et donc pour nous, c'est l'assurance d'une qualité de vie au travail, d'une meilleure coopération, collaboration, voilà, qui se déroule dans les entreprises. Jean-Michel, alors, oui. Jean-Michel, je me permets de te couper. Enfin, tu fais le lien, dans quelle mesure tu fais le lien entre confiance et contrat, la notion de contractualisation dans les entreprises, et tu parles de coût de transaction lié au contrat et que ça a un coût, ça. Oui, tout à fait. Développer ça, je pense en fait, oui, j'allais venir, mais c'est la confiance est à l'opposé un peu du contrat. C'est un contrat tacite, implicite, et en fait, ce qu'induit la mise en place
de dispositif de confiance, excusez-moi, je reprends mes notes, c'est on baisse les coûts de transaction. Donc c'est l'économie de la transaction. Donc si on est dans un environnement de confiance, on diminue tout ce qui est administratif, contrôle, surveillance, etc. Et ça permet un déroulé et un travail beaucoup plus simplifié, moins coûteux du point de vue des agents, du management, des directions. Voilà. On est dans un environnement beaucoup plus léger, en fait. Voilà. Entendu. Jean-Michel, je me permets d'intervenir pour vous préciser que dans la partie, sur la droite, au niveau du chat, dans la salle de chat, vous avez la partie questions, vous pouvez poser vos questions, ou d'ailleurs vous les posez, continuez. Ouais. On les prendra donc en compte, comme je le disais, et vous avez une partie sondage. Et là, dans sondage, on a mis un morceau choisi. La grille, pour l'instant, qui est en place, elle est assez courte. Hein. Tu vas ensuite enquiller là-dessus, mais pour l'instant, elle est circonscrite à 25 questions, assez simple. Et donc là, on vous a mis un morceau choisi de 5 questions qui sont proposées dans la grille que vous avez mise en place. Donc voilà. Donc il ne s'agit pas de répondre de répondre si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Mais c'est surtout de voir un peu la teneur et la façon de les poser. Voilà. Jean-Michel, je te redonne la parole. Et peut-être sur le côté un peu, comme tu l'as dit, c'est multidimensionnel. Donc il y a 5 dimensions dans ce questionnaire, dans cette grille. L'objectif et la différence. Ouais, vas-y. Oui, juste ce que je voulais dire, donc c'est pour nous, l'Observatoire de la confiance en questionnaire, hein, c'est une des premières études, c'est un outil de communication. Ça va nous permettre de détecter donc les difficultés dans l'entreprise, l'anxiété croissante, on est face à une augmentation de rythme de travail, du travail distant, dématérialisé, impersonnel. Donc ces choses-là ne sont pas traitées aujourd'hui, ou elles sont traitées de manière spécifique à travers les instances représentatives du personnel. Mais aujourd'hui, il faut quelque chose de supérieur. Hein. Il faut travailler sur quelque chose de plus global. Et donc, on propose en fait ce questionnaire, donc qui est un des premiers éléments que vient de créer l'Observatoire de la confiance. Il est opérationnel, on va le lancer là sur notre périmètre. Ensuite, on espère le lancer sur de nombreux autres périmètres, puisque on se situe dans un observatoire et on a une volonté d'être accompagné par tous. Alors le questionnaire, en fait, moi c'est un de mes domaines de recherche, donc je travaille sur les outils de mesure, la mise en place d'échelles de mesure. La confiance est quelque chose qui ne se constate pas directement, donc il faut passer par des dimensions. Donc les dimensions, j'ai parlé par exemple des dimensions qu'avait évoqué M. Carsanti. Nous, on a choisi des dimensions qui sont représentatives de nos hypothèses, donc l'avenir, la marque, les relations avec le management RH. Voilà. Et donc, ces hypothèses nous ont permis de créer des dimensions et on va interroger le personnel, cadre, non cadre, fonction de support, opérationnel, tout le monde, dans ce cadre-là, et on va obtenir des résultats. Alors, ce n'est pas que des résultats bruts, parce que derrière ce questionnaire se cache, on va avoir des notes, hein, bien sûr, on va avoir des notes, mais derrière ce questionnaire se cache un diagramme de causalité. Il y a quelques mots, il y a des analyses statistiques, on utilise des modèles d'équations structurelles derrière pour valider ces modèles, les valider, les invalider, on va ensuite les affiner pour que statistiquement on ait des choses représentatives dans l'entreprise. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure,
on a mis en ligne quelques questions qui sont une question par dimension, voilà, une portant sur la marque, etc. Sachant que bon, les différentes dimensions peuvent se compenser. D'accord. Et donc, on est bien d'accord, il n'y a pas la différence d'un baromètre de satisfaction ou d'un. Je veux pas empiéter, Laurent, sur ce que tu vas nous retourner, mais je voyais une question de la personne qui posait la question. On parle bien de questionnaire de la confiance des salariés, hein, pas celle des clients. Mais les Net Promoter Score là, sur le client, c'est un indicateur brut. Là, l'idée, c'est pas d'avoir un indicateur brut, ça serait trop réducteur et ça serait pas signifiant, on est d'accord? Oui, tout à fait. Et c'est pour derrière ouvrir un dialogue sur les 5 dimensions avec les entreprises. Donc, c'est tripartite. Il y a le personnel, les directions et les organisations syndicales qui sont prises dans ce questionnaire. Donc, c'est vrai qu'il s'adapte à une forme aujourd'hui d'entreprise qui doit dépasser la taille de 50 personnes, mais c'est tout à fait, ce questionnaire est évolutif, adaptable, et on pourra le décliner également dans les toutes petites entreprises qui n'auraient pas de représentation syndicale, par exemple. Ouais. Et ce qui est intéressant, pas de représentation syndicale, et ce qui est intéressant aussi dans votre approche dans la grille, c'est que aussi vous vous donnez les moyens, les directions vous vous donnez les moyens de vous faire chatouiller par les salariés parce que vous posez la question de la confiance à l'égard des salariés, à l'égard de leurs représentantes et représentants. Ah oui, tout à fait, oui. On prend des risques, hein, on se challenge, et on partagera les informations ensemble les résultats que l'on aura obtenus. Oui, tout à fait. Ok, un vrai levier de dialogue. Tout à fait, oui, c'est l'objectif. Okay. C'est l'objectif. Merci Jean-Michel. Régine, alors il faut que tu actives ton micro. Oui. Ouais, alors il y a un problème avec Florent, j'espère que ça va se régler parce que j'ai l'impression que c'est la grosse galère. Je ne sais pas ce qui arrive. Bon, Régine, donc toi tu es déléguée syndicale CFDT, donc Orange, et tu as une expertise RH, toi, hein. Et toi, tu voulais commencer sur ton expérience de comment tu vois un peu le fait que la confiance, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, on parle jusqu'à maintenant, on a parlé de la confiance dans l'entreprise et surtout sur le prisme de la confiance des salariés à l'égard de leur employeur. Et toi, tu poses la question de la confiance réciproque. Ça doit être réciproque, c'est-à-dire là aussi la confiance de l'employeur à l'égard de ses salariés. Alors, dans la réciprocité, il y a plusieurs choses. Pour moi, déjà au niveau d'Orange, puisque je travaille chez Orange, c'est que la confiance est un engagement réciproque. Alors, c'est Jean-Michel qui parlait tout à l'heure que la confiance s'oppose au contrat. Pour moi, c'est un engagement réciproque qui n'a pas besoin d'être écrit, puisqu'il se base sur des actes, sur des paroles et des actions. Ces preuves de cet engagement sont avérées. Et à partir de ce moment-là, la confiance peut s'établir parce qu'on a des preuves, parce qu'on a des actes, des paroles et des actions. Ce qu'il faut dire, c'est que cet engagement, cette confiance se construit avec le temps. La confiance ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. C'est un élément fort entre deux personnes. Et quand je dis que c'est un élément fort, pour moi, lorsqu'il y a un élément de confiance, ça permet de se surpasser. Pour moi, la confiance, je la traduirais de cette façon-là. Je sais le faire, je peux le faire, tu vas le faire. Voilà. La confiance, pour moi, c'est ça. C'est je sais que je peux le faire, je sais que je sais le faire, mais l'autre va me dire tu vas le faire. Voilà. C'est la réciproque, c'est l'échange entre deux personnes, c'est la confiance qui s'est établie et qui peut permettre d'avancer en toute confiance. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette confiance peut se détruire en quelques secondes. Dès lors que l'engagement est vicié par l'une des deux personnes, la confiance tombe. Et la problématique, c'est qu'il est difficile de reconstruire cette confiance. Une fois que la confiance, elle est perdue, comment la reconstruire ? Voilà, ça c'est une question qu'il faut se poser. Mais pour moi, c'est un engagement. Il n'est pas écrit, mais c'est un engagement tacite où on sait par défaut que
par cet acte, par cette parole, je peux faire confiance à mon manager ou moi, manager, je peux faire confiance à mon salarié. Alors, Pierre parlait tout à l'heure du télétravail pendant la période de confinement. Oui, effectivement, toute cette autonomie qui a été donnée aux salariés pendant la période de confinement, il fallait que ce soit basé sur la confiance. Or, je ne suis pas persuadée que la confiance était au rendez-vous pour tout le monde. Parce qu'on a laissé partir les gens en télétravail, certes, mais voilà. Est-ce que la notion de confiance était établie pour tous? J'en suis pas certaine. Et Régine, sur l'histoire de l'approche par les compétences, où on met les salariés, on a tendance quand même peut-être, je ne sais pas, mais à mettre les salariés dans des cases, comme je reprends ton expression qu'on en a parlé ensemble, on tague les gens avec telle compétence, etc. Et dans quelle mesure ça, c'est antinomique potentiellement avec la capacité à appréhender, la capacité d'un salarié qui n'a pas les compétences, mais qui, si on le met dans les conditions, se donnera les moyens de les avoir pour faire le boulot. Et voilà. Alors, pour répondre à cette question-là, je vais y répondre facilement. Chez Orange, il y a quelques années, les organisations syndicales ont négocié un accord sur la reconnaissance des compétences et des qualifications. Cet accord a été signé, il a été mis en place, et cet accord était nécessaire à la transformation accélérée de l'entreprise, et donc sur la transformation des métiers et l'évolution des compétences. Cet accord reprend les principes d'évolution professionnelle des salariés et surtout de la reconnaissance individuelle dans les efforts de développement de compétences des salariés. L'engagement des salariés a été très fort. Donc, cet accord a été signé en 2017. L'engagement a été très fort puisque la transformation est accélérée. Donc, l'engagement a été très fort. Dans les nouvelles compétences, dans les nouveaux métiers, dans les nouvelles activités, les nouveaux produits, etc. Donc, on a des salariés aujourd'hui chez Orange qui sont en permanence en formation. Cet accord prévoyait aussi prévoyait les principes de reconnaissance de ces qualifications, de ces compétences. Les salariés ont fait confiance à cet accord en disant « je vais évoluer, je vais faire évoluer mes compétences dans l'intérêt de l'entreprise et l'entreprise va me reconnaître individuellement par rapport à cette évolution ». La problématique, c'est qu'aujourd'hui, cette confiance est altérée, complètement altérée. Les gens ne croient plus, les salariés ne croient plus en cet accord. Pourquoi? Alors, il est bien cet accord puisqu'il permet de former les salariés aux différentes évolutions. Mais ce qui ne marche pas dans cet accord, c'est que les mesures financières de reconnaissance individuelle, elles ne sont pas au rendez-vous. Il n'y a pas de budget. Donc, ce qui se passe chez Orange, c'est qu'on constate qu'il y a des grands discours, des belles volontés. D'ailleurs, le PDG a parlé de confiance là, dans son dernier discours il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la confiance existe chez Orange, puisqu'on met en place des dispositifs, des accords qui ont été négociés, et pourtant on ne va pas au bout de cet accord. Gilles, tu fais la transition parfaite sur le fait que le baromètre périodique de la direction d'Orange, il y a un point qui est dans le rouge, entre guillemets, c'est l'indicateur salaire. dont tu abordais le sujet, et tu me disais que c'est pas l'indicateur est dans le rouge, mais tu me disais c'est pas parce qu'on va augmenter globalement l'enveloppe de, disons, allez, rêvons, de 30%, de 20%, qui va passer au vert, parce que pour toi, le problème, il est ailleurs. Alors, il y a plusieurs choses. Chez Orange, le baromètre salarié, comme disait Pierre tout à l'heure, on fait des baromètres salariés depuis très longtemps. Ces baromètres salariés, donc, on y met des thématiques selon la stratégie de l'entreprise. J'ai décortiqué le baromètre salarial de 2020, puisque celui de 2021 n'est pas terminé. Il y a 3 indicateurs dans ce baromètre. Le premier indicateur, c'est garantir les compétences utiles pour demain. Le deuxième, développer l'agilité collective. Et le troisième, favoriser l'engagement de chacun. Ces thématiques, ces indicateurs sont très clairs. Derrière, il y a des items sur chaque indicateur. L'entreprise a publié ces chiffres-là dernièrement avec 3 indicateurs qui sont dans le vert, qui explosent des chiffres. On a 91% de salariés qui sont fiers de travailler chez Orange, 87% qui recommandent Orange comme une entreprise où il fait bon travailler et 84% comme un employeur digital et humain. Sur l'indicateur engagement de chacun, il y a
plein d'items sur la reconnaissance individuelle, sur la confiance envers les dirigeants, sur la confiance par rapport à la stratégie. Oui, mais ça, on n'en parle pas, parce que là, les indicateurs sont très mauvais. Sur la reconnaissance, sur la thématique, Orange reconnaît la contribution de chacun, on est à 17% de salariés satisfaits. Et cet indicateur est en baisse de 6,2% par rapport à 2020. Donc cet indicateur est en train de baisser, de diminuer d'année en année, mais Orange considère que c'est un indicateur de second plan. Donc la confiance que le salarié porte en l'entreprise, sur sa fierté, sur son appartenance, ça ok. Mais sur le retour d'investissement, rien du tout. Et pour l'entreprise, ce n'est pas important aujourd'hui. Ça fait des années que cet indicateur est au rouge, mais on en discutera demain. Donc ça fait cet accord sur la reconnaissance date de 2017. Depuis 2017, rien sur la reconnaissance et on s'en satisfait chez Orange. On ne peut pas se satisfaire à la CFDT de ces chiffres-là. On ne peut pas. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite digression. Vous avez, les organisations syndicales d'Orange ont lancé un appel à la grève pour le 21 septembre avec en cheville ouvrière des revendications le salaire. Voilà. Florent Jeunnery, yes, normalement ça doit fonctionner, c'est parfait. Non, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, c'est Vous parfait. m'entendez là, Rodolphe? C'est gentil, parce que j'ai un peu galéré, je suis vraiment désolé. Merci. Ouais, on a vu que tu as sué aussi de ton côté. Ouais, non, c'est pas facile. Mais... parfait, bonjour à toi. Et justement, c'est parfait la transition avec ce que disait Régine. Toi, tu n'es pas Orange, tu représentes la CFTC chez Worldline, qui est une ancienne branche d'Atos. Et tu m'expliquais que chez Worldline, tu avais 10% des salariés qui étaient satisfaits des modalités de la redistribution de la performance dans l'enquête menée par la direction. Et que ça doit être 14. Ça doit être 14%. 14. Bon, en tout cas, pas génial. Pour autant, ça n'empêchait pas la direction de communiquer, de dérouler un storytelling sur le fait que globalement tout allait bien et que avec cette puissance de communication, vous, organisation syndicale, vous étiez un peu démunis pour infléchir et contrebalancer le fait de contrebalancer ce genre de truc. Je te laisse tranquille là-dessus sur un peu, ça t'interpelle un peu, dans quelle mesure ça te fait rebondir ce que tu as pu entendre et par rapport à cette initiative, un peu dans quelle mesure ça peut représenter un sens pour toi. Alors, juste déjà, en intro, je suis vraiment désolé parce que j'ai pas entendu la plupart des interventions des personnes qui m'ont précédé, donc c'est quand même vraiment dommage, donc je vous prie de m'en excuser. Je te remercie aussi, Rodolphe, pour l'invitation. Je remercie les OS d'Orange d'organiser ce travail et d'essayer de le partager avec tout le monde, donc merci à tous. Alors là, ce qui est intéressant chez Worldline, en tout cas nous, comment on se positionne par rapport à ce baromètre ou par rapport à ce questionnaire, donc c'est l'Institut Great Place to Work. Je pense qu'il y a pas mal de personnes autour de la table qui connaissent ce sondage. C'est un peu le même qui est fait dans beaucoup d'entreprises. Nous, on a beaucoup de mal en fait à se positionner par rapport à cette chose parce qu'en fait, on ne sait pas on sait pas vraiment comment utiliser ce qu'il en sort. Et donc ça, en fait, ça vient directement de la manière dont sont formulées les questions, dont sont pensées les questions, et comment finalement ça vient amalgamer plein de choses qui sont différentes. Donc en fait, on peut dire qu'il y a une sorte d'équivocité dans les questions, dans les acteurs qui sont identifiés dans les questions, etc., etc. Et ça, en bout de chaîne, ça fait qu'on est complètement démuni parce que finalement, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que veut dire le résultat. Est-ce qu'il adresse ça, est-ce qu'il adresse autre chose, etc. Alors pour être un tout petit peu plus précis, j'ai préparé, j'ai pas préparé, mais pour mémoire en fait, vous savez, Great Place to Work, ça adresse 5 grandes thématiques qui sont la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la convivialité. Et là-dedans en fait, dans chacune de ces thématiques, on a une quinzaine ou une vingtaine de questions à peu près. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que à la fois en fait, ils ont des questions, par exemple, qui vont parler du management,
souvent ça va être formulé du genre, c'est-à-dire c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des affirmations et on doit se positionner par rapport à l'affirmation. Est-ce que c'est vrai, faux, complètement faux ou je sais pas trop. Et ça va être des choses du genre le management. Est-ce que le management apprécie et valorise le travail bien fait, par exemple? Ou le management nous associe aux décisions ayant un impact sur notre travail, notre environnement professionnel. Donc c'est toujours un peu des formulations comme ça. Donc ça, c'est la grosse majorité des questions sont formulées de cette manière. Et plus rarement, le sujet de l'affirmation est l'entreprise. Mais c'est beaucoup plus rare. Donc là, déjà, il y a 2 niveaux qui sont dissociés. Ça, c'est important parce que je pense que c'est intéressant à prendre en compte dans les questions du questionnaire qui a été pensé par les OS d'Orange, parce que vous allez voir, on retrouve un peu cette problématique des fois. C'est que là, des fois, les salariés ne savent pas trop vraiment à quel niveau ils doivent se placer pour répondre à la question. Donc, ça introduit un premier biais qui est quand même très important, parce que typiquement, sur le management, est-ce que le management apprécie et valorise mon travail? Ça dépend. En fait, ça dépend de quel management vous parlez. Est-ce que vous parlez de mon manager de proximité, avec lesquels, finalement, on travaille main dans la main, avec lesquels on essaye vraiment de faire en sorte que ça se passe bien, qu'on puisse faire un travail de qualité, qu'on arrive à créer une dynamique dans la petite équipe, qui fonctionne bien, etc., etc. Ou est-ce que vous parlez finalement du management de mon pôle? Donc déjà, c'est lui finalement qui a la main, par exemple, sur les enveloppes d'augmentation, sur les enveloppes de primes exceptionnelles. Voilà, est-ce que vous parlez de lui ou est-ce que vous parlez finalement des mandataires sociaux? Donc en fait, chez Worldline, c'est Monsieur Grappinet qui est le big boss de l'entreprise. Donc lui, est-ce que vous parlez de lui finalement? Donc lui qui représente l'entreprise, qui va aller papoter avec les actionnaires et qui va finalement avoir un rôle clé sur les politiques d'augmentation générale et individuelle. Bon, donc déjà ça introduit un biais énorme et on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et évidemment, les salariés, quand ils répondent aux questions, certains répondent en ayant en tête Monsieur Grappinet et d'autres répondent en ayant en tête leur manager de proximité. Ça fait qu'il y a donc là, il y a déjà un gros problème. Ensuite, si vous regardez les questions de plus près, il y a des espèces de questions bonus. Alors ça, les questions bonus, c'est pour moi des questions, en fait, où évidemment, c'est pas des questions qui sont pertinentes par rapport... Ça dépend, en fait. C'est des questions qui pourraient être pertinentes, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a des questions qui parlent est-ce que les salariés sont traités de manière équitable selon leurs orientations sexuelles? Bon. Où il y a des choses en lien avec est-ce que les collaborateurs sont traités équitablement, quel que soit leur sexe. Bon, il y a des choses comme ça. Évidemment, en fait, on peut se douter quand même dans la société, dans le contexte culturel actuel du moment, où finalement, les personnes qui sont discriminées par rapport à leurs orientations sexuelles, c'est plus les homosexuels que les hétérosexuels. Dans une entreprise comme la nôtre, chez Worldline en tout cas, le gros des salariés sont hétérosexuels. Donc en fait, on sait très bien que le gros des salariés va considérer qu'il n'y a aucun problème avec leur orientation sexuelle et la manière dont le management, la direction, traite leur orientation sexuelle. Donc ça, c'est des espèces de questions bonus où, évidemment, chaque année, il y a un taux de satisfaction à 90% parce que 90% des salariés sont probablement hétérosexuels. Donc ça, il y a plein de questions comme ça où c'est bien parce que ça rapporte des points positifs par rapport à la thématique. Donc là, typiquement, ces questions, c'était en lien avec... je ne me rappelle plus, ça doit être le respect. Ouais, ça doit être le respect, voilà. Donc là, dans chaque thématique, vous avez plein de questions comme ça, où de toute façon, on sait qu'il y aura toujours un bon score. C'est pratiquement impossible d'avoir un score pourri. Donc voilà. Et à la fois, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a, dans finalement cette espèce de magma, là, où je ne sais pas comment dire ça, il y a des questions qui sont pertinentes. Donc c'est un petit peu ce qu'évoquait Madame Curec. C'est que des fois, oui, on parle par exemple du partage des bénéfices. On va parler en fait du cadre dans lequel on travaille au niveau psychologique. Donc, on adresse comme ça vraiment sur le bord les questions qui me semblent au cœur en fait d'un travail syndical. Donc, les RPS, dans une boîte comme Worldline, le gros problème c'est les risques psychosociaux. Voilà, il y a une petite question comme ça sur le bord qui va être noyée dans plein de questions qui ne servent pas à grand chose. Et finalement, un peu comme ce que disait Madame Curec, la direction va venir piocher dans tout ça. Donc déjà, elle va pouvoir un petit peu, finalement, être très contente parce que le score amalgamé de toutes ces réponses par rapport à ces différentes dimensions va être positif. Va être, voilà, il y a 65% des salariés qui considèrent que l'entreprise est crédible, 70% que c'est équitable, 60% qu'on est fier, tout ça. Donc, voilà, ça va. Et à la fin, en fait, ce sur quoi elle communique principalement, c'est un indicateur qui s'appelle le Trust Index.
en fait, qui est vraiment la moyenne de tous les scores de toutes les questions. Et donc là, en moyenne, sur toutes les questions, on est à peu près à un taux de satisfaction. Alors chez Worldline, je crois que c'est 65 ou 67%, je l'ai perdu, mais je l'avais écrit quelque part. Voilà. Donc en fait, ça, nous, en tant qu'OS, derrière, on ne sait pas quoi faire en fait. Parce qu'on ne sait pas du tout quoi faire. On ne sait pas qui répond déjà. Donc déjà, c'est la première question de base. Hein. Est-ce que finalement, les gens qui ont de l'ancienneté dans la boîte répondent plus ou moins que les jeunes? Parce que nous, on se doute quand même que les jeunes sont plus satisfaits que les anciens. C'est-à-dire que c'est au fil du temps qu'on se rend compte que l'organisation nous fait mal ou finalement n'est pas très reconnaissante. Il faut un peu de bouteille et de bagage pour se rendre compte finalement des problématiques. Donc tout ça, en fait, on n'a aucune visibilité, donc on peut pas vraiment s'en servir. Et la direction, elle, par contre, s'en sert vachement. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça amène sur finalement les usages d'un questionnaire. Qu'est-ce qui est visé par le questionnaire qu'on est en train d'adresser, qu'on est en train de construire. Et là, donc moi, je trouve que l'initiative des OS d'Orange est très bien parce qu'on voit bien qu'il y a une nécessité de se doter d'outils pour mesurer certaines choses. Mais qu'est-ce qu'on mesure? Et à partir de ces mesures, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas que ça soit une fin, le questionnaire. Il faut que ça soit un moyen pour arriver vers quelque chose. Voilà. Alors après, là, je suis allé très vite parce que je crois, Rodolphe, tu me dis si j'ai dépassé mon temps, je n'ai pas du tout mesuré. Mais... Là, tu arrives à... Ouais. C'est mineur. C'est dommage, on aura pas le temps de parler du mais c'est pas grave. J'introduis juste le truc. Pour moi, ce qui est au cœur ce qui doit être au cœur de la réflexion, c'est vraiment l'usage qu'on veut faire du questionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut mesurer? Alors, la question de la confiance, moi, me semble très intéressante, mais il faut faire gaffe aussi. Parce que là encore, en fait, c'est un peu ambigu et ça peut être équivoque, en fait. On sait pas, et les usages qui peuvent être faits de la mesure de la confiance me semblent assez ouverts et potentiellement peuvent se retourner contre les OS et contre les salariés aussi. Donc, c'est là où il faudrait vraiment penser les usages. Et moi, je pense, alors là, c'est par rapport à ma situation chez Worldline. Nous, ce qu'on aimerait mesurer, et ce qui nous semble vraiment invisibilisé par l'organisation et par la direction, dans son storytelling, comme tu disais, Rodolphe, c'est vraiment en fait qu'il y a plein de problèmes. Et le gros des problèmes qu'on rencontre dans notre société, c'est des problèmes en lien avec les risques psychosociaux, les épuisements professionnels, les burn-out. C'est vraiment le cœur du truc qui disparaît complètement. C'est-à-dire qu'évidemment, là, ce qui sort du sondage, c'est qu'on est une belle famille, que tout le monde va bien, et voilà quoi. Donc comment nos questionnaires nous permettent au contraire de rendre visibles des choses qui sont invisibilisées par la direction et qui nous permettent derrière nous de s'en saisir pour progresser en fait, pour faire avancer ces problématiques qui sont au cœur des difficultés que rencontrent les salariés. Voilà. Merci Florent. Heureusement qu'on t'a entendu, c'était très bien. Tu as commencé à mettre justement les points de vigilance par rapport à une démarche de questionnaire. Hein. Donc c'est intéressant de t'entendre. Et je tiens vraiment à parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vois qu'il y a beaucoup d'interactions dans le chat. Donc tu vas avoir du boulot, Laurent, pour rapporter tout ça. Et donc qu'on puisse appréhender ce retour que tu vas faire et qu'on puisse ensuite rebondir avec les intervenants. Donc qu'on ait au moins une demi-heure pour ça. Et donc François, je te passe la parole. Et toi, justement, dans la logique, dans la foulée de Florent, sur les points de vigilance que tu pourrais avoir par rapport à une démarche questionnaire, et notamment, je te lance sur le côté méfiance à la notion de la confiance en boîte. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la confiance en boîte? Ton micro. Alors, ouais. Oui, voilà. Oui, alors tout d'abord, bonjour. Avant de répondre à ta question très très brièvement, j'aurais envie de répondre à Florent. Ne confondons pas un outil comme Great Place Work qui n'a qu'un objet communicationnel et qui ne sert qu'à alimenter une communication marketing autour d'une marque employeur, bien souvent, où on en arrive à avoir des boîtes comme Deliveroo qui sont des endroits où il fait bon vivre. OK, et un véritable travail d'audit social et qui va en profondeur sur les éléments. C'est un premier point. Deuxième point, si tu me permets, Rodolphe, j'ai envie de commencer avant d'aller sur cette logique de la boîte. Non, mais tu vas voir, je vais y arriver. J'ai envie de commencer par 3 belles citations. La première, c'est les devoirs de l'amitié sont la confiance, la bienveillance et les conseils. Ça, c'est Voltaire. La deuxième, tout aussi sympathique, c'est le trop de confiance attire le danger.
Et là, c'est, pour ceux qui s'en rappellent, hein, c'est le Cid, c'est Corneille. Et puis la troisième, qui est celle entre guillemets que je préfère sur le sujet, ça nous vient de Walt Disney, le livre de la jungle. Vous vous rappelez K, le serpent. Ayez confiance. Ça, je connais ça. Voilà. Et quand je dis ça, tout d'abord, j'en arrive à me poser la question de savoir si on peut avoir confiance en la confiance. Déjà, premier élément. Ensuite, et je pense que l'ensemble des intervenants l'ont bien dit, c'est que nous avons une grande variété des définitions. Dans cette variété des définitions, et dans le monde de l'entreprise, personnellement, je serais plutôt pour retenir le fait que la confiance est un ensemble d'attentes logiques qui sont, je dirais, partagées normalement par tous et impliquées dans une espèce d'échange professionnel. Donc derrière cette logique de confiance, et je rebondis sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs, on est bien dans des dimensions de coopération, où d'une certaine façon, il faut que soit on ait un intérêt et une intention de coopérer, il faut qu'aussi nous ayons une même attente, ou tout du moins que les attentes en matière de coopération avec l'autre soient les mêmes, parce que c'est à ce moment-là que la confiance va pouvoir commencer à se faire. Et d'une certaine façon, on est bien dans un cycle, construction de la confiance, stabilité, risque de destruction de celle-ci, puis éventuellement avec, je voyais ça tout à l'heure dans le chat avec la logique du droit à l'erreur, le fait éventuellement de pouvoir reconstruire cette confiance. Après, et sans aller dans le surréalisme de Reverdy, j'ai envie de dire, il n'y a pas de confiance. Il n'y a que des preuves de confiance. Vous savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et quand je dis ça, eh bien, on voit bien que d'une certaine façon, à mon sens, on ne peut pas mesurer la confiance. On ne peut pas la mesurer parce que chacun d'entre nous a sa propre définition. On a essayé d'instrumentaliser ces derniers temps des choses comme le bonheur au travail. Mais qui donc essaye d'encadrer ce qui fait mon propre bonheur? C'est à moi, c'est pas à l'entreprise. Et pour moi, la confiance et ma définition de la confiance, c'est pareil. Et la confiance, c'est un peu comme le bonheur. Donc, on ne peut pas définir ce qu'est la confiance et dire, voilà, la confiance, c'est ça. Et là, c'est une confiance en boîte, aseptisée, partagée par tous, et dans laquelle je vais marteler ça dans votre esprit. D'une certaine façon, c'est ça, cette confiance en boîte. Et si on veut avancer, et moi je retiens du questionnaire qui a commencé à se mettre en place, c'est que d'une certaine façon, on ne va pas nécessairement chercher à mesurer la confiance en tant que telle, mais les différentes, je dirais, composantes et ce qui va faire que la confiance va pouvoir émerger. Et ça, c'est important. Et quand on regarde bien la revue de littérature, hein, si vous permettez, on s'aperçoit que derrière les éléments de la composante de la confiance, hein, on va retrouver des choses comme la crédibilité, la bienveillance, la fiabilité, l'intégrité, la responsabilité, l'honnêteté. Autant de dimensions qui, lorsqu'elles sont actionnées, peuvent conduire à la confiance. Mais moi, je ne mesure pas la confiance, vois-tu ? Et c'est en ça que la confiance en boîte, j'en ai très peur, parce que c'est une logique d'instrumentalisation de la chose, et on voit bien les risques de dérive que cela peut amener. Et d'une certaine façon, et d'ailleurs certains d'entre vous l'ont déjà dit, on fait des liens entre performance et confiance. Mais est-ce que c'est une bijection ? Est-ce que, globalement, je suis performant, mon entreprise est performante parce que la confiance existe à l'intérieur? Et si on reprend les résultats de l'enquête France Télécom, Orange, on peut se poser des questions, hein, au travers des questions que vous posez. Ou est-ce que, d'une certaine façon, est-ce que c'est parce que je suis performant économiquement que j'ai les moyens de mettre en place des choses qui vont, entre guillemets, générer la confiance? C'est pas du tout la même chose.
C'est où est l'œuf, où est la poule. Et d'une certaine manière, je pense que dans des opérations telles que celles que vous visez avec cet observatoire de la confiance, ce qui, moi, me plaît véritablement beaucoup, c'est le fait de vouloir essayer d'entrer dans cette espèce de spirale positive sur la chose. Parce que c'est très difficile de faire la confiance, mais c'est très facile de la casser. Et là, de rentrer dans une spirale négative. Ouais. Merci François. Je te relance sur le, enfin, je te relance une perche sur le côté. Alors c'est rapidement. Pour toi aussi, l'appréhender la confiance, les niveaux de confiance et pas la mesurer, c'est une chose, mais surtout c'est pour agir. Et quand tu dis pour agir, ça c'est une condition sine qua non pour toi, mais c'est une responsabilité partagée dans l'action, c'est-à-dire les directions, mais également les représentants des salariés. Bien sûr. Et je pense qu'il y a en fait, moi, j'ai construit et je construis des baromètres sociaux depuis 92. Enfin, 91, c'est le premier que j'ai mis en place. Voilà. Côté direction, n'envoyez pas, mais je jetez pas de tomates tout de suite, merci. Mais dès le départ, moi, je me suis posé la question de savoir, mais globalement, quand on met ce type d'outil en place, quelle est la place des partenaires sociaux? Quelle est la place des partenaires sociaux? Est-ce qu'on en fait un outil de dialogue social? Ou est-ce qu'on en fait un outil qui permet de dire, vous inquiétez pas les gars, je m'occupe de tout. Et sous-entendu, là, c'est plus de la confiance. Ça, c'est, comme le disait quelqu'un dans le chat, c'est la défiance vis-à-vis des partenaires sociaux qui se met en place. La construction du questionnaire avec les partenaires sociaux pour une direction est quelque chose d'absolument nécessaire. Personnellement, quand on me demande d'intervenir en tant qu'auditeur social sur ce point-là, s'il n'y a pas une logique d'échange entre toutes les parties, j'y vais pas. Ça sert à rien. Je vais pas faire de la communication mode Great Place to Work. Hein. Ça, c'est un premier point. Parce que, eh bien, derrière ça, la question, c'est le mesurer pour agir. Mesurer pour agir, ça veut dire, d'une certaine façon, on va poser des questions. On peut poser des questions qui font mal, ou on peut décider ensemble de dire, on ne va pas les poser celles-là, parce qu'elles font partie du jeu du dialogue social classique. Et c'est dans le jeu du dialogue social que ces points-là doivent se résoudre. Mais dans le mesurer pour agir, dans le fait d'associer tout le monde, ça veut dire aussi que d'une certaine façon, on a anticipé ce qu'on allait devoir mettre sur la table. Et un calendrier. Parce qu'on sait très bien que, au travers des questionnaires que l'on met en place, il y a des choses qui vont se résoudre très facilement, et il y a des choses sur lesquelles on va partir pour 1 an, voire 2 ans de négo. Et le problème de ces outils, quand on est là, vous savez, notamment avec les outils technologiques, on pose des questions de plus en plus vite, on fournit des résultats de plus en plus rapidement, et puis on ne voit pas que derrière tout ça, il y a la nécessité d'avoir un véritable échange entre les parties pour avancer. Moi, je me rappelle une question, simplement sur une question, dans un questionnaire qui en comportait plus de 120. Vous voyez, on avait fait vraiment bien le tour. Eh bien, alors, avec la direction, on savait qu'on allait devoir répondre à cela. C'était une véritable problématique d'organisation du travail qui allait nécessiter de repenser les flux logistiques dans l'entreprise. Il a fallu 1 an et demi pour qu'on travaille le truc. Donc, après, il y a aussi cette logique dans le mesurer pour agir, il faut aussi apprendre à gérer parfois un temps et travailler avec des actions rapides qui montrent qu'on a bougé, qu'on a avancé, que le truc sert à quelque chose, et apporter des réponses sur comment on travaille ensemble sur des sujets plus compliqués. Merci François, merci. Je te lance pas parce que le temps est compté sur le côté, mais on va en parler, mais c'est en filigrane de ce qui a été dit. Je reprends ton expression, l'usure qu'il peut y avoir liée au questionnaire, d'abuser des questionnaires, il y en a dans tous les sens. Mais non, je n'embraye pas là-dessus. Et Laurent, je passe la parole à Laurent Bandelier. A priori, quand même, il y a pas mal d'interactions. Alors, exercice complexe qui t'appartient là, de nous faire un peu remonter, un peu partager l'ambiance dans le chat et un peu la teneur de ce qui retourne.
À toi, Laurent. Écoute, merci Rodolphe et merci déjà aux intervenants pour tout ce que vous avez pu nous apporter là déjà depuis le début de ce direct. À la fois des commentaires, des visions de la confiance et des questions aussi, et puis des oppositions aussi par rapport à ce qui avait été cité au départ entre la confiance, le contrat de travail, l'aspect subjectif de la confiance, contrat de travail qui peut être considéré comme le moins mauvais moyen de définir la relation avec l'employeur. Et en parallèle, donc il y a des personnes qui nous ont cité le principe d'un contrat de qualité bien préparé, bien complet, qui permet à installer une confiance, ou bien les manques dans ce contrat qui ensuite entraînent des doutes, et donc forcément, a priori, un manque de confiance. La confiance, c'est aussi le passé, c'est est-ce qu'on a dit des choses et est-ce qu'on les a faites. Citer un exemple d'Artis, son contrat de confiance, qui a aussi le problème culturel de manque de confiance des managers vis-à-vis de leurs salariés. C'est vrai que la France est un pays très jacobin, ça a été régulièrement cité sur nos aspects bien français sur les manques de confiance. On est aussi le pays de Descartes et du doute, donc c'est un des moyens aussi d'alimenter cette défiance. Et je dirais pour terminer sur cet aspect, est-ce que la confiance est d'ordre privé, donc peut-on engager un sentiment personnel, voire viscéral dans son activité pro, et des personnes qui nous disent aussi, donc en entreprise, pas de confiance sans compétence, et ne pas confondre la confiance et son instrumentalisation possible. Et là, on va retrouver après des aspects liés au questionnaire, et le fait que le point de vue et la perception sont pas la même selon l'éloignement avec le travail réel. Donc par rapport aux aspects questionnaires, j'ai une citation que j'aime bien qui dit qu'il y a 3 sortes de mensonges: les gros mensonges, les petits mensonges et les statistiques. Où il aurait pu dire aussi des questionnaires, car seulement on construit un questionnaire aussi, on peut s'attendre à un résultat qu'on va obtenir. Et quelqu'un qui répondait que en fait, c'est surtout la variation d'une année sur l'autre qui peut révéler des choses, l'évolution, plutôt que la valeur absolue d'un premier sondage. Et quelqu'un qui remerciait Florent aussi sur des infos factuelles sur la grande manipulation, comme quoi ces questionnaires sont aussi considérés comme des manipulations. Et on parle aussi de confiance et manipulation. Le lien entre les deux, si on a confiance, peut-on être plus facilement manipulé. Ce que j'ai pu noter aussi, tout le monde veut de la confiance, personne ne veut faire confiance, nous dit une personne qui cite un Joher. Ça demande à la fois des actes de l'autre et une part de bonne raison de faire confiance. Et là, on retrouve un peu ce que disait notre ami. Alors, attends que je me souvienne bien de son prénom, notre ami François. Excuse-moi de ne pas avoir retenu ton prénom, sur l'aspect de preuve, hein, comme tu disais, tu parlais de preuve de confiance comparé aux preuves d'amour, donc on est dans cet esprit-là. Des réactions aussi par rapport au syndicalisme, l'engagement. Si nous sommes tous syndiqués, c'est qu'on a compris qu'on n'est pas dans un rapport de confiance, mais dans un rapport de force, nous dit quelqu'un. Par contre, la défiance dans les OS ne semblait poser de problème à personne. Je dirais, c'est un peu l'objet d'un autre débat, mais c'est aussi cet aspect confiance, pas seulement vis-à-vis de l'entreprise, mais vis-à-vis aussi de nos représentants. Des personnels, des salariés lassés des questionnaires qui reviennent régulièrement et pour lesquels la direction ne donne pas vraiment suite, donc que ce soit chez Orange ou ailleurs. Et le fait que les OS ne soient rarement associés à ces démarches en amont, que ce soit dans la rédaction des questions ou dans le travail commun, dans l'intérêt des salariés, à partir du moment où ces questionnaires ont été restitués. Et peut-être à ce niveau-là, une proposition de début pour retrouver les bases de la confiance employeur-salarié. Tout à l'heure, il a été cité par nos intervenants cet aspect de droit à l'erreur. Ça fait partie des définitions qu'on a eues de la confiance. Droit à l'erreur aussi bien pour soi que pour les personnes avec qui on travaille. Donc c'est cet aspect qui n'est pas toujours très accepté en France. Une confiance importante dans les situations à risque, mais comment innover, prendre des risques personnels si on n'a pas confiance dans son équipe, son manager. Beaucoup de références aussi à la confiance en soi, sur la façon de la construire. Et des personnes aussi qui nous disaient que l'autonomie n'est pas une question de confiance d'autrui, mais une question de confiance en soi. Donc on retrouve aussi cet aspect-là. Et un élément confiance en soi sur lequel l'employeur n'a pas forcément de prise, même s'il peut avoir des impacts, ce qui est un peu différent. Et la confiance sera un renoncement à l'incertitude et ça semble être antinomique dans une relation de subordination. Sinon, des relations, enfin des retours aussi par rapport à Orange, puisqu'il y a plusieurs personnes d'Orange qui sont connectées. As-tu actuellement confiance dans la boîte?
comment expliquer qu'on soit aussi fier de travailler chez Orange et qu'on le recommanderait en disant que c'est une boîte dans laquelle il faut aller travailler alors qu'on a si peu confiance. Et alors à ce moment-là, pourquoi la confiance est-elle importante? Et même comment peut-il être fier de travailler chez Orange, nos collègues, puisque je travaille aussi chez Orange, et en même temps se dire qu'ils ne s'estiment pas reconnus. Et il y avait le même sentiment par rapport à une mesure qu'on a chez Orange de baromètre salarié. Donc ensuite, question à nouveau sur ce que font les dirigeants, sur les résultats des questionnaires, en citant aussi le fait que des questionnaires qui avaient été faits avaient été appelés à la barre lors du procès France Télécom. Et c'était la première fois que les avocats accordaient autant d'importance à ce que les dirigeants de l'époque avaient fait des infos collectées. Donc ça, c'est une part intéressante. Suite à l'intervention de Régine, qui nous citait des chiffres, et des personnes qui nous disaient que ces chiffres témoignent d'une augmentation de certains RPS, et ces chiffres où des confiances sont affichées peuvent être très violents pour les non satisfaits en voyant ces résultats positifs. Ça peut être très violent pour les personnes qui se n'y retrouvent pas du tout. La confiance est un prérequis absolument nécessaire à l'engagement aussi dans les citations. Quelque chose qui m'avait interpellé dans ce que j'ai pu voir, c'est que la confiance repose aussi sur la capacité à interpréter, questionner le monde qui nous entoure. Un monde dans lequel, par exemple, 9% des Français, c'est quand même pas négligeable, pensent que la Terre est plate. Donc j'ai trouvé l'anecdote assez intéressante. Et comment créer donc un climat de confiance aussi dans une époque gouvernée par une tonne de désinformation, je dirais même, j'ajouterais infobésité, puisque il y a eu des interventions en ce sens. Et les besoins en confiance pour construire cette confiance sont-ils différents entre générations? Les différences de génération impliquent-elles des différences de besoins ou de réponses par rapport à la mise en place de confiance? Et il y a eu aussi des interventions sur l'aspect confinement, le télétravail, la confiance qui s'était retrouvée en fait plus imposée et contrainte que décidée et négociée. Donc là, j'ai fait un tour assez rapide. J'en ai, je dirais, strappé quelques-uns malheureusement, non pas que ce soit inintéressant, mais parce qu'on est contraint par le temps. Et je pense avoir pu vous faire un retour quand même assez important. Et là, je vois une dernière intervention qui parle de l'expérience de Milgram, effectivement, pour ceux qui pourront le chercher, copiez ça dans le chat, je vous invite à regarder, effectivement, c'est un très très bel exemple sur ce que peut provoquer la confiance. Merci Laurent pour ce vaste panorama. Ça a inspiré, c'est clair, à géométrie très très variable. Merci Laurent. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire du côté des intervenantes et intervenants? Pierre lève la main. Pierre, vas-y. Oui, je veux bien commencer, je vais essayer d'être très très rapide. C'est intéressant parce que ça confirme bien la complexité de notre démarche. Voilà, c'est la première fois qu'on la confronte publiquement. Et voilà, ça soulève. Alors, beaucoup de choses, on les avait déjà un petit peu anticipées, réfléchies. Il y en a plein de nouvelles. En effet, la confiance a été dit par plein, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Et je pense que c'est la force de l'exemple. C'est toujours au plus fort, au plus puissant de donner l'exemple. C'est les parents aux enfants. C'est aussi à la hiérarchie de donner l'exemple. Et pas l'inverse. Voilà. Je pense que voilà, les éclairages, comme je vous l'ai dit au début, ce questionnaire est loin d'être figé, c'est un premier outil, et je pense qu'il est appelé quand même à bien évoluer parce qu'on aperçoit vraiment cette complexité. C'est vrai que c'est une démarche qui peut paraître très ambitieuse, peut-être casse-gueule même, mais pourquoi pas. Comme l'a dit Jean-Michel ou c'est toi Rodolphe, oui, nous aussi on veut savoir comment sont perçus les syndicats, c'est un des items qui est dedans, parce qu'on est tous co-responsables de la réussite de la mise en confiance. Voilà, et j'adore Rudyard Kipling aussi, et le livre de la jungle, François. Je te remercie. Et j'aime un DRH qui a une approche littéraire et philosophique avant toute chose. Je crois que ça commence aussi par là. C'est par du verbe et du langage. Voilà. Je laisse les autres, je ne veux pas monopoliser. Jean-Michel, je me permets de te passer la parole. Peut-être que tu as matière à rebondir. Oui, c'est très, très, très intéressant toutes vos remarques et le chat. Bon, on ne peut pas répondre en live, mais c'est extrêmement intéressant. Alors, effectivement, on ne peut pas couvrir la totalité. On est dans ce qu'on appelle une incertitude d'échelle. Donc, où est-ce qu'on se place, à quel niveau, etc. Tout ça, c'est très intéressant. Donc,
Aujourd'hui, on crée un outil, un premier outil. Il permet une vision d'une certaine strate. Ensuite, on peut rentrer à différents niveaux, mais on n'a pas beaucoup de choix aujourd'hui. Soit on a des entretiens avec des salariés, du personnel, et c'est long et coûteux, soit on fait des questionnaires, soit on a des remontées par des commentaires sur des chats, des forums. Enfin voilà, il n'y a pas 50 000 manières non plus de prendre la température. Et cette prise de température, effectivement, comme le disait François Gueuse ou Florent, si on fait rien derrière, ou Régine, si on ne fait rien derrière, ça ne servira à rien. Donc, il est évident que c'est le point de départ. Mais le point de départ, c'est la mesure. Si on ne mesure pas, on ne peut rien faire. Voilà. Et à un moment donné, il faut se donner un choix d'outils, de thématiques, etc. Donc, ce sont des hypothèses de travail. On les met en place et on travaille. On reprend un peu la main on reprend la main, mais en même temps, on donne la main. On tend la main aux autres OS et aux directions en disant, bon, écoutez, on va regarder qu'est-ce qui déclenche ces situations de malaise chez les salariés. Les chiffres que donnait Régine, par exemple, pour Orange, c'est au niveau français. C'est 46% des salariés, c'est un sondage CSA de 2018, n'ont pas confiance dans les directions et dans les orientations stratégiques. Et en parallèle, il y en a soit les mêmes répondent, 76% sont fiers d'appartenir à leur entreprise. Donc c'est pas, voilà, il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux qu'il faut que l'on gère. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une parole unique. Il faut que le discours s'ouvre pour regarder quelles sont les difficultés réelles sur des environnements et mettre à disposition cet outil. Ça va permettre de prendre une température qui est aujourd'hui voilà, avec des biais, de nombreux biais gérés, etc. Mais on n'a pas le choix. Dans tous les cas, il n'y a pas d'outil universel sur la mesure de la confiance et sur les activités. On peut créer les conditions de la confiance. On ne peut pas créer la confiance. Mais on peut créer les conditions. Et c'est de ça dont on veut parler. Et comme tu dis, on veut parler, c'est vraiment, et je reviens là-dessus, je pense qu'effectivement pour vous, et que c'est les directions qui voudront bien jouer le jeu, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit auto-promo, parce que vendredi prochain, on fait un live sur la co-construction du dialogue social avec les salariés, tout ce qui est participatif, quand on se donne vraiment de mettre les moyens, les salariés dans la boucle des projets de transformation, avec des témoignages d'élus de Michelin et de la Maïf, on est bien là-dedans, c'est vraiment... c'est au-delà du questionnaire, c'est aussi de faire parler les gens et de faire interagir les gens, les salariés. Régine, micro. On t'entend pas, Régine, micro. Attends. Non. Voilà. Oui, pardon. Moi, je voudrais juste rebondir par rapport aux questions sur le chat sur comment on peut être fier de travailler dans une entreprise comme Orange et ne pas avoir confiance. Moi, ce que je voudrais dire par rapport au questionnaire du baromètre, c'est que les questions sont très généralistes. Est-ce que je suis fier de travailler chez Orange? Si je me compare avec d'autres entreprises sur le marché français aujourd'hui, si je me compare avec des concurrents d'Orange, oui, je suis fier de travailler chez Orange, mais c'est pas pour autant que j'ai confiance dans mon entreprise. Il faut distinguer la notion d'appartenance, de fierté, mais de fierté par rapport à quoi? De fierté par rapport à l'environnement, par rapport à la société, par rapport... je suis fier, même si je suis pas reconnu, je suis quand même fier de travailler dans une entreprise qui est une marque, etc. Donc, il faut distinguer ces deux choses. Il y a la reconnaissance, l'appartenance, et de l'autre côté, la confiance. L'appartenance ne veut pas dire confiance. Attention, faut pas mélanger les deux choses. Même si aujourd'hui les salariés sont fiers d'appartenir à une entreprise comme Orange, pour autant, on parlait de risques psychosociaux, il y a des indicateurs qui tombent, qui diminuent d'année en année, et l'entreprise
n'en tient pas compte. Je pense que dans quelques années ou dans peu de temps, il y aura un retour de ces indicateurs-là, parce que cette appartenance et cette fierté, je ne pense pas qu'elle soit dans le temps, maintenue dans le temps, à partir du moment où le salarié ne se sent pas reconnu dans l'entreprise. Voilà, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça. Il faut distinguer. Je peux être fier et appartenir à une entité. C'est pas pour autant que je suis confiante. Attention, je suis fière, mais pas confiante. C'est pas la même chose. Il faut distinguer les deux choses. Voilà, je voulais rebondir par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion. Comment on peut être fier sans être confiant? Oui, on peut être fier. Si je me compare à d'autres entreprises du même style, oui, on peut. Mais la confiance, elle s'acquiert avec le temps. Je ne sais plus qui c'est qui en parlait tout à l'heure. Le temps fait beaucoup de choses. Mais je crois que ce baromètre salarié, à un moment donné, il va ressortir avec les indicateurs négatifs. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, l'entreprise fait table rase de ces indicateurs négatifs, elle se gosse d'indicateurs très positifs, ce qui est très bien, mais on ne peut pas demander aux salariés de s'investir en permanence sans derrière reconnaître cette valeur et cette richesse. Pour moi, je reprendrai ce que j'ai dit il y a quelque temps, ce sont les salariés qui créent la richesse de l'entreprise. Et si les salariés ne voient pas de retour de cette richesse, de retour sur investissement, la confiance va tomber. Et elle tombe, elle est en train de tomber, la confiance. C'est ce qui se passe chez Orange, en tout cas. On est tombé dans un système où il y avait une crise sociale, on est remonté, et là, aujourd'hui, on est en train, tout doucement, pas aussi fort que dans les années 2006, mais on est en train, tout doucement, de perdre la confiance de nos salariés. C'est ce qui se passe chez Orange. Ok, merci Régine. Florent, tu veux rebondir? Sachant que toi, tu poses, on n'en a pas parlé, mais vous posez-vous, la CFTC, la question de la confiance dans le questionnaire en lui-même, parce que vous avez des doutes au-delà du côté communication, la granularité des résultats qui pourrait permettre d'identifier des salariés dans des mini-équipes là. Ouais, ça c'est un autre problème. Je vais plutôt rebondir sur un peu vas-y. ce que vient de dire Mme Curec, parce qu'en fait, c'est un peu, ça va dans la même ligne. Finalement, en gros, moi je m'interroge quand même sur cette notion de confiance, en fait, et sur l'usage qu'on peut en faire, en fait, en fonction de la tendance des résultats. Parce que typiquement, moi, je suis très bien dans mon entreprise et j'ai pas du tout confiance dans ma direction. Et puis, toute l'histoire de mon entreprise appuie ma position. Je veux dire, je sais très bien que demain, si mon entreprise doit vendre une partie de ses activités, elle vendra une partie de ses activités. Donc, je me retrouverai, moi, je ne sais pas où, soit racheté par une autre boîte, soit racheté par un fonds d'investissement. C'est ce qui va se passer probablement pour une partie des activités d'Enginico, qu'on a racheté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est pas... je veux dire, la confiance, c'est quand même quelque chose d'assez équivoque et d'assez un peu fourre-tout. Je veux dire, donc là, c'est là où il faut faire attention, il faut savoir. Je reviens sur les usages qu'on va faire du questionnaire. Et là, très rapidement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais sur les questions du questionnaire qui a été proposé actuellement, là, sur la version actuelle, je ne sais pas si c'est la version définitive ou une version de travail, sur le questionnaire sur la confiance, ça rejoint une critique qu'on fait du questionnaire Great Place to Work. En fait, il y a des questions, vous regarderez, hein, dans les acteurs des questions. Des fois, on parle de mon employeur, on parle de mon organisation, on parle du top management, on parle de responsable de mon unité, et des fois, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, il y a des questions du genre je reçois une assistance pour les problèmes techniques chaque fois que j'en ai besoin. Mais je ne sais pas qui m'apporte cette assistance. Donc là, typiquement, c'est une question, je termine là-dessus, c'est une question, typiquement, si, bon, peut-être que le score va dégringoler ou va, au contraire, une tendance positive va s'améliorer. Mais ça ne veut pas du tout dire que, potentiellement, hein, que les salariés n'ont pas des problèmes avec l'organisation. C'est-à-dire que la solution technique qu'ils trouvent à leur problème, elle vient en fait d'une débrouille au niveau de l'équipe. Et pas du tout, en fait, d'une solution structurelle qui serait proposée par l'organisation. Vous voyez, donc, moi, je ne sais pas, parce que je peux très bien avoir vachement confiance dans mon équipe, avec les gens avec lesquels je travaille, et pourtant, pas du tout avoir confiance dans ma direction. Voilà, donc le tout, à mon avis, je pense que la démarche est très positive, mais il faut quand même se méfier parce qu'il y a tellement d'usages possibles de tout ça que bon, on peut, ça dépend quoi. Ça dépend.
Jean-Michel, ouais, ça mérite une réponse de Jean-Michel. Je pense effectivement, Florence, ce que tu dis, effectivement, le faire très attention à pas mélanger le micro et le macro, c'est très important de bien le serrer. Jean-Michel, on t'entend pas, Jean-Michel. Micro, Jean-Michel, le micro. Voilà, oui, ce sont des questions tout à fait légitimes et c'est effectivement un outil de dialogue pour déclencher. Alors ça dépend où on va passer le questionnaire, à quel niveau. Il y a des choses qui peuvent être reformulées. Si on veut être exhaustif, il faut passer à 160 questions. Donc il faut faire un choix. Voilà, on est toujours dans le compromis. Soit on fait du précis et à ce moment-là, même l'idéal, c'est d'ouvrir des forums ou des espaces de discussion, comme le disait une personne sur le chat. Ça, c'est très bien pour un petit service. Voilà. Donc, c'est un outil, donc c'est toujours l'usage que l'on va en faire. Donc, on pourra accompagner les gens. Il y a une démarche clinique après qui peut être lancée, mais en coopération avec tous. Et effectivement, les questions peuvent être ambiguës. Alors, ces questions sont issues de questionnaires de recherche, a été élaboré par 2 chercheurs, voilà, qui s'appuient sur des questionnaires éprouvés, etc. Mais de toute façon, ensuite, soit on passe à 25, soit on passe à 160 questions, soit on traite l'entreprise, soit on traite le service. Et ce sont tout à fait des points que l'on peut aborder. Si on veut faire une étude dans un service, ma division, par exemple, il y a 6000 personnes. C'est sûr que si on utilise ça sur 6000 personnes, il faut peut-être juste simplement modifier quelques termes pour l'adapter, et c'est un déclencheur pour un dialogue. Et derrière, on va mettre en place avec les RH des cellules communication, identifier les points. Voilà. C'est toujours l'usage derrière, l'usage que l'on va en faire qui est très très important. Hein. C'est ce que rappelait François tout à l'heure, toi-même, voilà. Enfin tous les acteurs ici, c'est quel est l'usage. Et voilà. Mais on n'a pas beaucoup de choix pour détecter et initier ce mouvement. Mais il faut le faire aujourd'hui parce que on est dans des environnements extrêmement complexes. Et distants. Ça, c'est un gros malaise le management à distance et la vision très éthérée des personnes qui dirigent. Voilà. Et ensuite, on peut également, nous, se remettre en question. Hein. Nous, on a choisi, on a des hypothèses. Donc, il y a les organisations syndicales. Les organisations syndicales, on fait également un travail qui peut s'améliorer et dont on est conscient de ça. Hein. Voilà. Entendu. Je vais refaire une parenthèse. François, si tu veux, je pense que tu peux avoir matière à avoir un rebond, mais alors rapide, parce qu'il nous reste vraiment 8 minutes, donc tu as 2 minutes. Voilà. Plusieurs rebonds. Tout d'abord, pour réagir aux propos de Régine sur les différences entre confiance, etc., et la manière dont ça peut s'exprimer dans les questionnaires, je pense que tout DRH et tout représentant du personnel devrait avoir comme livre de chevet un petit truc assez ancien, hein, qui date des années 30, de Serge Tchakotine, qui s'appelle « Du viol des foules par la propagande politique ». Je vous laisse tous le lire. C'est véritablement l'un des ouvrages où l'on comprend les techniques de communication, manipulation. Voilà. Ça, c'est déjà un premier point parce que c'est une manière d'orienter les choses. Le deuxième point concernant les questionnaires, et pour rebondir sur ce que disaient Jean-Michel et Florent, soit on essaie d'être plus précis dans les questions et parfois on s'arrache un peu les cheveux pour que l'on soit bien compris sur le management, mon manager, enfin vous voyez ce que je veux dire. L'une des solutions qui parfois existent, c'est dans le traitement. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tout en essayant de conserver, entre guillemets, la confidentialité dans le questionnaire, on arrive quand même à conserver une certaine forme de découpage en strates de l'entreprise, ce qui permet d'analyser les réponses des gens au regard de leur positionnement dans la ligne hiérarchique. Ça demande un sacré travail là de confiance entre les personnes qui administrent le questionnaire, les salariés, les représentants du personnel, etc.
Mais n'oublions pas non plus que les questionnaires ou les interviews, éventuellement, ne sont pas l'alpha et l'oméga. Nous avons tout un ensemble de données qui sont existantes dans l'entreprise. Nous dormons sur des masses de données qui ne sont jamais exploitées dans ce cadre-là. Alors, il y a certainement aussi à travailler sur l'identification d'indicateurs qui sont préexistants et qui peuvent éclairer les situations et venir, je dirais, renforcer les positions des uns et des autres pour enclencher un dialogue sur des bases sereines et, je vais dire, incontestables. Ne nous limitons pas au questionnaire, parce que le questionnaire, de toute manière, c'est très souvent, c'est très lié à la manière dont sont formulées aussi les questions, hein, c'est très souvent aussi l'expression d'un ressenti. Et on sait que ce ressenti peut être changeant pour plein de raisons. On en arrive à ce moment-là, et on le voit bien, à la nécessité que de travailler. Je ne sais pas quel est le niveau de confiance dans l'entreprise. Mais comme l'indiquait Régine tout à l'heure concernant certains indicateurs, j'arrive à identifier dans quel sens ça va. Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça se dégrade? Et ça, ce sont des choses extrêmement importantes parce que ces sens d'amélioration-dégradation, on regarde ce qui est en train de se passer dans l'entreprise, de ce que vous connaissez des modes de fonctionnement, de la politique et des choses comme ça, c'est là que vont s'ouvrir tout un ensemble de champs de négociation et d'analyse et de travail et de partage avec les directions. Parfois plus d'ailleurs que le simple chiffre. Là, c'est toi qu'on n'entend plus, Rodolphe. Ah oui. Merci François pour le timing respecté. Parfait. Merci à vous toutes et tous pour vos interventions. Merci à Laurent pour ta synthèse efficace et pertinente. Pierre, un petit mot de conclusion? Oui, mais ça va être compliqué de conclure, mais ce qu'on relève, c'est que notre questionnaire, c'est avant tout un thermomètre. Hein. Voilà, et quand la température va bien, le thermomètre nous dira que tout va bien. Et si ça allume des signaux, qu'est-ce qu'on déclenche derrière? Derrière, nous, on a quand même, on est en train de constituer un comité scientifique et qu'on veut ouvrir à tout le monde, ce que j'ai dit au début, hein, à toutes les OS qui voudront bien y participer. C'est un endroit qui est un no man's land, un terrain neutre, avec des RH et ainsi de suite. Voilà, c'est un thermomètre évolutif. Pour l'instant, c'est compliqué. Hein. Je vous dis, ça fait 1 an qu'on y réfléchit. C'est compliqué. Est-ce qu'il fallait mettre beaucoup de questions, moins de questions? Voilà. Donc, c'est totalement ouvert. On espère que cette première, cette présentation publique, on a vu que ça fait réagir. Tout le monde a compris que c'était complexe. C'était simple, on aurait clôturé à 9h30, quoi. Voilà, ça aurait été plié. Voilà, je tenais surtout à remercier aussi Miroir Social pour son efficacité. Rodolphe, toujours aussi organisé, donc ça c'est un vrai bonheur. On sait où on met les pieds. Les intervenants, Régine, évidemment, Florent, les camarades, et puis François, parce que voilà, je pense que les réseaux RH sont plus que preneurs. Voilà. Mais on n'a pas la prétention d'avoir révolutionné quoi que ce soit. C'est simplement de mettre en exergue cette problématique qu'on pense prioritaire pour nous. C'est ce qui doit conditionner, même si c'est compliqué. Voilà, ce serait ma conclusion. N'hésitez pas à nous contacter. Je ne sais pas si Jean-Michel a mis notre adresse mail. Voilà, on est en train de formaliser un site aussi. Voilà, donc il y a des statuts, c'est déposé, mais c'est très ouvert. Le comité scientifique est à pleine place et voilà. Voilà ma conclusion. Il est 28 et Rodolphe, je te redonne la main en te remerciant encore. Merci Pierre, merci à l'UNSA Orange d'avoir porté cette rencontre, d'avoir posé le sujet. Vous le posez, maintenant la porte est ouverte et il n'y a plus qu'à y aller. Par rapport au contact, synthèse à suivre qui sera adressée à l'ensemble des participants, que je remercie pour leur participation active. Donc la synthèse forcément réductrice des échanges, mais qui vous sera adressée avec les contacts au niveau de l'Observatoire de la confiance en l'entreprise. Et comme là, je fais un promo, donc vous recevrez une prochaine invitation pour le prochain live sur la co-construction, et on est dans le sujet.
De toute façon, tout se chaîne et on est dans le sujet. Et moi, je voudrais un petit mot de conclusion parce que c'est Jean-Michel qui m'en parlait de ça. C'est potentiellement dans quelle mesure ça va bientôt être la fin des questionnaires parce qu'avec tout ce qui est analyse sémantique, etc., eh ben, on pourra analyser les discours sans se prendre la tête avec des questionnaires. On pourra mesurer directement l'analyse, le niveau de confiance alors en mode masqué, hein, sans que les salariés sachent. Alors tout ça, c'est hors RGPD, etc. Mais potentiellement, on a les moyens de faire ça et d'appréhender la notion de confiance dans les discours des salariés écrits, et ça serait pas inintéressant, mais bon, ça serait complètement hors des coups de la loi, mais pour le coup, ça serait rigolo. Mais écoutez, synthèse à suivre, merci à vous tous, et bonne journée, et bon week-end. Merci à bientôt. à tous. Merci, Bonne journée. au revoir. Au revoir. Au revoir.